Cette femme ose défier les banques. Colette Neuville est à la tête d'une association qui défend les petits actionnaires. Elle s'attaque entre autres à l'un des plus gros scandales français de la crise financière, l'affaire Natixis. Un naufrage révélé il y a 1 an. Ça va quand même rester dans les mémoires, cette histoire-là. 2 800 000 personnes qui se sont fait flouer. Je considère qu'on a procédé au massacre des innocents. Moi, c'est comme ça que j'appelle cette opération. C'est opération massacre des innocents. On va chercher des gens au fond des campagnes, on va ratisser la France profonde et on va chercher les gens les moins avertis pour finalement leur fourguer un produit à haut risque. Ça, c'est ça le scandale. Hein. C'est vraiment un scandale majeur. Devant l'ampleur de cette catastrophe boursière, elle est en première ligne. Elle se bat pour ces petits épargnants abusés. L'affaire Natixis a touché des millions d'épargnants qui ont cru faire un placement sûr. Eric est l'une des victimes de ce scandale. Éducateur et musicien, il n'a a priori pas le profil d'un investisseur, ni d'un homme qui aime flamber en bourse. Il n'a jamais joué de sa vie. Et pourtant, il y a 3 ans, à l'automne 2006. Suite à un héritage, je suis allé voir ma conseillère à la banque, qui a bien vu que j'avais un patrimoine et qu'il fallait que je leur fasse quelque chose. Et donc, malgré le fait que j'étais assez réfractaire à la bourse, je dois dire que c'est enclenché, disons, un dialogue spécial. C'est-à-dire que tout d'un coup, le rapport était plus proche, la voix plus douce, la tête un peu penchée. On commence à... Vous savez, c'est un produit formidable. Alors tout de suite, on m'a montré le graphique en me montrant la courbe, à ce moment-là, exceptionnelle. Et il y a eu à ce moment-là, bien sûr, une phase, je dirais, d'hameçonnage. C'est-à-dire, on essaie d'attirer dans les filets. Hein. Étant en confiance, je me dis, bah voilà, j'ai bien fait de venir. Donc je signe. Donc je signe. Mais qu'a bien pu signer Eric ? Tout simplement, son ticket d'entrée dans la cour des boursicoteurs. Il vient d'acheter des actions Natixis pour plus de 100 000 €. Natixis est la banque d'investissement née en 2006 du rapprochement des banques populaires et des caisses d'épargne. À l'époque, la concurrence est acharnée sur les marchés financiers. Les banques doivent grossir pour survivre. Alors, les patrons des 2 banques conjuguent leurs efforts pour entrer dans la cour des grands. Et Natixis devient leur fer de lance. Ce projet a un nom de code, l'opération Champion. Francis est trader chez Natixis. Au moment de cette opération, dans la salle de marché, il est aux premières loges. Ça s'appelle le projet Champion, et il fallait bien qu'on soit champion. Donc il fallait que cette action soit le meilleur investissement de l'année, la plus belle opération de bourse de l'année. On allait être les premiers sur tous les marchés, sur tout ce qu'on toucherait, ce serait super. On allait être le premier. Et pour financer l'opération, il faut aller chercher l'argent chez les clients. Capter l'épargne populaire pour l'investir en bourse. Une spéculation boursière à des années-lumière de la culture traditionnelle des caisses d'épargne. Ce chef d'agence à la caisse d'épargne, toujours en poste, souhaite rester anonyme. Il se souvient du choc culturel. Madoff n'était pas client chez nous, par exemple. Donc la haute finance et la caisse d'épargne, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'avait rien à voir, effectivement, à l'origine avec ce que pouvait faire la caisse d'épargne, la gestion de mon père de famille. Voilà. On a la bêtise de croire qu'on va devenir banquier. L'idée derrière, c'était d'arriver... c'est la fable de La Fontaine, aussi gros, voilà, la grenouille aussi grosse que le bœuf, quoi. Mais on croit tellement à son projet qu'on ne pense pas que les choses peuvent mal tourner. Pour les directions des banques, pas question d'échouer. Leur message est clair. Les 8000 agences des banques populaires et des caisses d'épargne doivent se mobiliser à 100%.
Les agences doivent séduire tous leurs clients, même ceux qui n'ont jamais placé un centime en bourse. Cette campagne de commercialisation va durer 1 mois. 1 mois pour trouver 5 milliards. Il fallait faire le maximum. C'était dans les objectifs des vendeurs, des gestionnaires de patrimoine, des guichetiers. Partout, c'était l'objectif de vendre le plus grand nombre d'actions auprès de la clientèle. Pour preuve, un employé de banque nous a confié les mails envoyés aux salariés à l'époque. Les bons conseils de la direction. Bonjour, c'est parti. Vous devez impérativement, pour réussir, foncer. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Appelez les clients ayant des chéquiers et des cartes en stock. On me signale aussi les dates anniversaires d'enfants mineurs, permettant de faire des ordres familiaux avec les parents. Et plus les résultats ne collaient pas aux objectifs, et plus on nous demandait de faire n'importe quoi pour y arriver, quoi. On nous demandait de contacter les parents, les grands-parents, les enfants. Enfin bon, certains ont fait des ordres par téléphone, ce qui est normalement pas admis, hein, bien évidemment, mais tout était bon pourvu qu'on puisse avoir un petit peu de bâtonnite et qu'on puisse arriver dans les objectifs qui étaient fixés. Voilà. Vous en avez pris des actions Natixis ? Non. 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 Ma maman, qui avait été convoquée par son gestionnaire de portefeuille, qui voulait lui vendre des actions Natixis, m'avait demandé est-ce que tu crois que je dois en prendre ? Et bon, moi je lui avais conseillé de ne pas en prendre, de plutôt réfléchir à d'autres placements. Mais voilà. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ma maman. Au siège de son association de petits actionnaires, Colette Neuville ne décolère pas. Là, par exemple, pour l'introduction en bourse de Natixis, voilà les documents d'information. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'en est qu'une partie, hein. Bon, comment voulez-vous que le petit épargnant qui s'adresse au guichet de sa caisse d'épargne ou de sa banque populaire puisse d'abord lire tout ça avant de signer le papier qu'on lui donne à signer et surtout comprendre ce qu'il y a dedans. Même les spécialistes sont obligés d'y passer un temps fou pour comprendre tout ce qu'il y a là-dedans. Éric, bien sûr, n'est pas un spécialiste. Alors il se laisse appâter par les arguments de sa conseillère. Et une fois bien appâté, la banque n'a plus qu'à le ferrer. Avant de partir, on vous glisse un petit papier en disant « Ah, une petite formalité ». Et là, on vous fait signer 2 papiers magnifiques, hein, où vous dites totalement le contraire de votre situation. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple, que suite à mes réponses, la banque a estimé que ce produit m'était totalement inadapté pour moi. C'est-à-dire qu'elle me vend un produit en me disant après qu'il est inadapté. Et qui plus est, je décharge la banque de toute responsabilité quant aux conséquences de ces opérations. Ça, c'est un papier écrit. Et ensuite, on vous fait faire un papier manuscrit où vous dites que vous déclarez être pleinement conscient des risques encourus. Et ensuite, j'écris, parce que c'est moi qui écris, il s'agit d'une opération mûrement réfléchie et préparée. Voilà. Une entrevue qui a duré, je sais pas, 1 heure. Et voilà une opération mûrement réfléchie et préparée. Mais vous signez quand même. Mûrement réfléchie et préparée peut-être par la banque. Et je signe ça, voilà. Avec le recul, vous vous êtes dit, j'ai été très très naïf moi-même. On joue sur le fait qu'on va chez eux en toute confiance. C'est un peu comme quand je vais chez mon médecin, je me doute pas qu'il va m'empoisonner, si vous voulez, je suis en confiance. Ce que me dit ma conseillère, pour moi, ça a quand même une certaine valeur éthique, on va dire. Donc je remets pas forcément en cause ce qu'elle va me dire. Je m'attends pas à ce qu'il y ait tromperie. Au départ, l'opération a comme un parfum de success story. 2 800 000 personnes achètent des actions. Mais très vite, la machine déraille. Natixis a beaucoup investi, beaucoup plus que toutes les autres banques françaises dans le marché américain des subprimes. Un marché très rentable, mais à haut risque. Résultat, quand la crise des subprimes explose, Natixis est touché de plein fouet. Après un démarrage en flèche,
Très vite, l'action Natixis chute, jusqu'à perdre 90% de sa valeur en 2009. On aurait quand même pu indiquer aux gens que parmi les activités de la banque, il y avait des activités qui pouvaient être rentables, elles l'avaient été d'ailleurs, mais qui, en échange, en face de la rentabilité, comportaient des gros risques. D'ailleurs, il faudrait toujours expliquer aux gens que plus c'est rentable, plus il y a des profits à attendre et plus on prend de risques. Il me reste à peu près, je dirais, un dixième du capital de départ. En plus, si vous voulez, suite à toutes ces bévues, j'ai écrit à ma banque plusieurs fois en demandant des explications. Et à chaque fois, on me mettait devant le nez, regardez ce que vous avez signé. Ça ne me serait pas arrivé si j'étais pas allé en bourse. Bien sûr. C'est sûr que le fait d'être rentré dans cette banque ce jour-là, c'est pas le plus beau jour de ma vie. Choqué par ces procédés, Éric se tourne vers Colette Neuville, comme des centaines d'épargnants. Le 28 février 2009, l'association dépose une plainte contre Natixis pour information trompeuse, présentation de comptes inexacts et faux bilan. En dossier complet, il y en a à peu près 800. On a un dossier par personne. C'est un très gros dossier. Moi, ce que je voudrais, c'est obtenir une solution, je dirais, négociée avec la société elle-même. Je pense que la société a tout intérêt à ce que cette affaire se résolve plus rapidement qu'en allant au bout d'une action en justice, de manière à rétablir un peu la confiance. Donc, il y a du ménage à faire dans les banques et dans les relations entre les conseillers financiers des banques et la clientèle. Le 19 mai 2009, une perquisition est menée au siège de Natixis. L'instruction risque de prendre des années. Un scandale comme Natixis et le choc de la crise financière n'ont pas amélioré l'image que nous avons de nos banques. Mais pour beaucoup d'entre nous, cette confiance s'était déjà largement dégradée. Bordeaux, sud de la France. C'est là que réside Isabelle, 54 ans. Cette assistante maternelle n'utilise plus ou presque son compte bancaire. Et si l'on se fie aux apparences, Isabelle pourrait passer pour une rebelle. Je laisse le minimum. Je vais faire comme les personnes au 19e siècle, au début du 19e siècle. Je garde mes sous à la maison. Je leur fais plus confiance. Mais que ce soit celle-là ou une autre, je pense que c'est pareil. Je leur fais plus confiance. Ce sont des marchands, ni plus ni moins. Isabelle est surendettée. Pour elle, l'enfer a commencé il y a 6 ans, lorsque son compagnon meurt. Elle se retrouve seule avec 2 enfants à charge, seule aussi face aux dettes du couple. Allez les chiens, on rentre. Les dettes se montaient à plus de 10 000 euros. 10 000 euros. Lorsqu'on est 2 à travailler, ça va. Maintenant, c'était son salaire qui était le plus important par rapport à moi. Et moi, je me suis retrouvée avec 900 euros à la crèche. Je gagnais 934 euros par mois. J'avais 700 euros de loyer, sans compter tout le reste qui était à payer tous les mois. Isabelle ne s'en sort pas. Elle décide de demander l'aide de l'État. Elle est déclarée surendettée. La majeure partie de ses dettes est gelée pendant 2 ans. Mais les contreparties sont draconiennes. Isabelle est fichée à la Banque de France, n'a plus droit à aucun découvert, ni surtout au moindre crédit. Je me suis inscrite au chômage, je suis tombée en panne de voiture. Il fallait que je rachète une voiture, donc je savais que je ne pouvais pas avoir de crédit. J'en ai parlé à la banque et tout, et la banque m'a répondu « Oh, mais vous avez un compte Théos, vous avez de l'argent sur le compte, vous n'avez qu'à prendre sur le compte Théos. » Effectivement, j'avais 5 000 euros dessus. Quand j'ai appelé, j'ai eu quelqu'un au téléphone. C'est pourquoi? Je dis c'est pour réparer une voiture. De suite, dans les 48 heures, j'avais le versement sur le compte. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Théos est un crédit.
Une réserve d'argent associée à son compte courant, facile à débloquer. Un crédit qui ne dit pas son nom. J'ai un débit devant cette banque et c'est cette banque qui me reprête de l'argent. Alors que normalement, quand on est en dossier de surendettement, on est à l'encre rouge partout. Ils étaient au courant. C'est quand même incroyable, mais c'est comme ça. Voici l'objet du délit. Quoi qu'il en soit, Isabelle n'a pas respecté les règles. Elle a contracté un crédit. Alors quand, en 2007, elle repasse devant la commission de surendettement, le couperet tombe. Son dossier est cette fois-ci rejeté. Elle doit rembourser ses dettes, et vite. Sinon, la banque a le droit de tout lui saisir. Acculée, Isabelle s'adresse à une association. Aujourd'hui, elle la sollicite dès que sa banque lui fait des misères. Ça va? C'est encore moi. Pas grave. Entrez, asseyez-vous. J'ai encore un petit souci avec la banque. Encore? Ça continue. Toujours la même banque? Malheureusement, oui. Alors ce matin, j'ai été chercher ma nouvelle carte bancaire. Alors de suite, moi j'essaie de prendre des relevés assez fréquemment. Et là, j'ai encore frais de forçage, 9 €. Alors, je suis rentrée dans la banque, j'ai demandé ce que c'était. Elle me dit, il faut téléphoner au service du contentieux. Ce sont eux qui les prélèvent tous les mois. Alors, service de contentieux, qu'est-ce que c'est encore? Normalement, La seule bêtise que j'ai faite, c'est d'avoir pris ce compte Théos. Mais bon, c'est une bêtise de ma part, mais aussi une grosse bêtise de la part de la banque. je pense que la banque n'aurait jamais dû proposer ce crédit complémentaire. Et c'est en toute impunité qu'elle l'a fait. Puisque, pour moi, elle est responsable, mais pour la justice, elle n'est pas coupable. Donc c'est pour ça que je râle, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons dans les banques, au guichet, que des gens qui sont là pour vendre des produits. Et qui en vendent malheureusement à des gens qui ont déjà des problèmes. Et ce sont les gens les plus faibles qui sont sollicités pour ça. Ce type de crédit est devenu le piège pour les ménages modestes. Un véritable poison ces dernières années. Appelé crédit revolving ou renouvelable, il s'agit d'un crédit à la consommation que l'on obtient sans garantie particulière. Vous allez acheter un frigo aujourd'hui, vous voulez le payer cash, le vendeur ne veut pas. Il veut vous faire un crédit sur 10 mois. Et c'est là que ça commence d'habitude, parce que le crédit sur 10 mois, il est gratuit. Mais à côté de ça, on vous donne une carte avec un revolving. Oui. Et le revolving, il est à 20, 21, enfin, il est à la limite du taux de l'usure. Si vous ne payez pas une mensualité du frigo à 0%, ils vont la présenter une fois, ils ne la présenteront pas deux fois. Ils vont vous le mettre dans le réserve d'argent à 20,11. Et c'est là que commence le trou. Et si vous voulez, quelquefois, pour rien au départ, au bout d'un an, vous vous retrouvez avec 3 000 à 4 000 euros de dette, qui est la réserve d'argent qui a été utilisée pour payer votre frigo, qui était gratuit, enfin, avec intérêt gratuit au départ. Et là, tout se casse la figure. Hein. Et donc, on arrive à des situations très, très difficiles. Moi, j'ai eu des gens ici qui n'avaient pas mangé depuis 8 jours. Hein. Cette situation, Isabelle l'a vécue. Longtemps, elle a dû travailler jour et nuit pour s'en sortir. Aujourd'hui, Isabelle n'est plus seule. Elle s'est remariée. Mais c'est toujours à son journal qu'elle confie ses angoisses. Encore une mauvaise nouvelle dans mon courrier. Toujours la même, à cause de la banque. Je suis allée voir le psy. Je ne peux plus me passer d'elle. Il faut que j'arrive à prendre un Temesta pour m'enlever les angoisses. Et tous les jours, j'écris un petit peu. Aujourd'hui, bonne journée. Bon contact avec la banque pour assurer le scooter de Nicolas. Des moments où je suis pas, j'en ai marre. Il faut que je passe cette vie. Je voudrais partir en vacances. Je voudrais aller loin.
Heureusement que je suis avec quelqu'un qui est doux, qui est câlin et qui m'aide. Je ne veux pas l'entraîner dans mon tourbillon de surendettement. Très mauvaise journée. Je me suis engueulée avec Dominique. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et pourquoi ce jour je ne voulais pas me marier. Je suis en dossier de surendettement. Voilà. Je préférais être toute seule là-dedans. Je m'y suis mise toute seule. À moi de m'en sortir toute seule. Je voulais pas en plus le mettre dans une situation financière critique. Bon, c'est pas le cas, parce que j'assume moi avec mon salaire. Mais c'est vrai qu'heureusement qu'il est là. Les fins de mois sont moins difficiles quand même, ça c'est sûr. Pour 3-4 centimes, ils risquent de me bloquer le compte. Ils sont capables de tout. Je sais, je l'ai déjà vécu. L'angoisse de la boîte aux lettres, les lettres en recommandé en me disant Madame, venez nous ramener le chéquier, et tout, ça je le sais. J'ai déjà vécu. Donc je tiens les comptes à jour. Au mois de juin, j'ai touché 995,68 €. J'ai payé mon loyer, 618 €. J'ai payé l'huissier, 150 €. Assurance de la voiture, 23 €. Assurance habitation, 19 €. Mon dossier de surendettement, 73,89 €. Ça fait 978,28 €. Et j'ai 995 €. Donc mon salaire, il n'y a plus rien. Isabelle sera libérée de ses dettes dans 5 ans, à l'âge de la retraite. C'est quelque chose qui vous pénalise pendant 10 ans. Vous êtes en prison pendant 10 ans. Ah non, je ne retomberai pas, non. Oh non, j'aurai 60 ans dans 5 ans, ah non. Non, c'est fini, hein. Non, quitte à même plus avoir de voiture, hein. Je roulerai qu'à vélo, il n'y aura qu'une voiture au lieu de 2. Oh, on pourra respirer, oui. On pourra respirer. Oui. Oui. En France, sur 700 000 ménages endettés, les 3/4 possèdent au moins un crédit revolving. L'ampleur du problème est telle que Bruxelles s'est engagée dès 2008 à protéger les consommateurs des organismes proposant ce type de crédit. En France, une réforme est en cours. Le surendettement est le problème majeur. Mais depuis la crise, les tensions, les contentieux entre les clients et leurs banques ne font que s'aggraver. Serge Maître est président de l'AFUB, une association de défense des usagers bancaires. Et depuis des mois, ici, dans cette permanence nantaise, il envoie défiler des clients mécontents, en quête d'une oreille attentive et d'une assistance juridique. Il est 14 h, premier rendez-vous de la journée. Vous êtes confronté au Crédit Agricole à quel sujet? Je suis allée voir donc le responsable de la banque qui m'a dit on a commis une erreur. Il y a combien d'argent en cause? 15 000 euros. Le banquier a reconnu donc son erreur et m'a dit de toute façon madame, sachez que contre une banque on gagne difficilement, qui plus est ça vous prendra entre 6 ou 7 ans. Donc j'ai dit justement, vous m'incitez à porter plainte. Voilà. Et donc 6 ans plus tard, effectivement, on y est toujours. Donc, mais bon, je garde espoir. Compte bloqué, crédit refusé, frais abusifs. Aujourd'hui, les banques ont décidé de serrer la vis pour se refaire. Et dans le bras de fer, le client le plus souvent ne fait pas le poids. 15 h, Serge Maître accueille une étudiante. Il se trouve que, pour une raison que j'ignore, la banque du jour au lendemain a bloqué le découvert. Donc sans me prévenir. Donc ils ont commencé à refuser mes chèques, sans me prévenir non plus. Ouais, et moi j'ai découvert qu'en fait mes chèques étaient refusés parce que Ikea m'a passé un coup de fil en me disant votre chèque est refusé, qu'est-ce qu'on fait?
Et là, à partir de là, si vous voulez, tous mes paiements ont commencé à être refusés. Donc je dois de l'argent à tout le monde, je dois de l'argent à EDF, je dois de l'argent à France Télécom, je dois de l'argent à Bouygues Télécom. Et j'ai effectivement passé 2 mois et demi sans aucun revenu. Donc il fallait que ma mère m'envoie de l'argent pour que je puisse faire mes courses. Et quand j'appelais ma banque, j'avais droit à il faut que vous mettiez absolument 900 € avant demain parce que, enfin ça dépendait des jours, hein. Des fois c'était 1000, des fois c'était 900. Parce que sinon on va passer en recouvrement, on va vous envoyer des huissiers, on va venir chez vous, on va prendre jusqu'à la dernière culotte qu'il y a dans votre appart. Ce qui apparaît actuellement, c'est que l'État, qui a pu venir au secours des banques par des mesures générales et globales, est impuissant actuellement à venir au secours de ces citoyens qui sont confrontés à des situations qui ne mettent pas nécessairement en cause ni leur légèreté, ni leur négligence, mais qui mettent en cause tout simplement soit leurs ressources, les sources de leurs revenus, soit plus simplement même les projets. 17h, autre cas, autre litige. Le président de l'association reçoit 2 retraités. Donc vous êtes confronté à un problème concernant un crédit immobilier. Voilà. C'est quoi ce problème? Un crédit relais. Un crédit relais. Voilà, un crédit lié à la crise. Hein. Depuis l'effondrement de l'immobilier, de nombreux clients se retrouvent le bec dans l'eau lorsqu'il s'agit de renégocier leur crédit. Leur banque leur impose de nouvelles conditions plus coûteuses. Pour ces retraités, la note est passée de 70 à 700 € par mois. Et donc là, on peut dire que c'est bien un abus de faiblesse que l'on peut mettre en cause. Et ce sont des pratiques qui durent depuis longtemps, mais qui s'accroissent avec la crise économique que nous vivons. Et concrètement, cette pratique qui consiste à contribuer à appauvrir ceux qui sont déjà pas riches, parce que c'est ça, le résultat final économique, c'est cela, eh bien, devrait être prohibée. Et la morale simple, la loyauté devrait interdire au banquier de se conduire comme il l'a fait. Parce que là, c'est lui qui est quand même celui qui profite de cette situation. Après les scandales, les révélations, les abus, entre moi et ma banque, le lien ne tient plus qu'à un fil, qui bien souvent se brise. Alors, y a-t-il une chance de restaurer ce lien, de rétablir la confiance ? Pas évident si l'on en croit ces 3 conseillers clientèle. Jusqu'ici tenus par la loi du silence et le secret bancaire, ils ont accepté de s'exprimer, sous couvert d'anonymat. Ils veulent qu'on le sache, rien n'a changé depuis la crise. Moi, j'ai été choqué. On me dise les choses ouvertement comme ça. Arnaquer votre client, quoi, en gros. Ça a été ça. Oh non, vous dites pas ça, attendez, sinon personne qui va vous prendre. Non, dites plutôt que c'est comme ça et que le client, il y voit tout son avantage. Moi, un client qui venait me voir, qui avait un découvert, s'il voulait que je l'aide, il fallait qu'il me fasse un produit. Je lui dis que moi, je pourrais rien faire pour lui, qu'il va payer beaucoup d'agio, qu'il va payer beaucoup de frais, sauf s'il prend un crédit renouvelable. Ou sauf s'il me fait une épargne programmée. Tout dépendait de la pression hiérarchique qui m'était imposée chaque jour. Bien évidemment, je ne tenais pas compte donc, de l'intérêt du client. Moi, j'ai un collègue qui avait beaucoup d'humour et qui disait souvent « celui-là, je l'ai habillé pour l'hiver ». C'est-à-dire qu'il lui vendait même une assurance protection accident à 12 € par mois, qu'on savait qu'il allait résilier dans les 2-3 mois qui suivaient. Mais de toute façon, nous, ça rentrait dans nos chiffres, donc il n'y avait pas de souci. On s'expliquait ce qu'on avait pu faire, quel coup tordu on avait pu mettre en place. Et puis ça pouvait aussi servir d'expérience pour les autres, en disant, ça, je pourrais le faire à un de mes clients. Tiens, c'est une bonne idée. Alors qu'en fait, c'est une très très mauvaise idée dans le sens déontologique du terme. C'est vraiment proposer le jardin d'Éden, alors qu'en fait, c'est plutôt l'enfer. Dans des campagnes où on appelle les clients pour leur proposer effectivement des crédits à la consommation. On leur dit oui, ouvrez une réserve d'argent. Je vous mets 10 000 € sur votre compte, mais ne les touchez pas, ça ne déclenchera pas de frais. Le client, il sait qu'il a 10 000 €, il les touche. Le but de la banque, effectivement, c'est de dire aux gens, on vous met un petit appât et puis croquez dedans, quoi. C'est un peu ça. Moi, ça me fait mal au cœur parce que
Bon, je dis toujours, ça peut être ma grand-mère, ça peut être mon grand-père, etc. Et ces personnes-là, des fois, elles sont contentes qu'on les appelle, elles aiment bien parler, elles sont toutes seules, donc elles vont vous dire oui pour parler, et puis après le conseiller, dès qu'il a son oui, merci, bonne journée, au revoir. Mais de tels comportements ont un prix. Le malaise commence à se faire sentir derrière les guichets, et les conseillers sont de plus en plus nombreux à craquer. Un client aujourd'hui, c'est une personne qui achète ce que vous lui vendez. Je ne vais pas dire un robot, mais pas loin. Et nous-mêmes, nous sommes des robots. Moi, je ne peux pas dire qu'on est fiers de notre métier, puisque aujourd'hui, on est des vendeurs. On a une formation de conseiller clientèle, c'est marqué sur votre carte de visite. Et c'est vrai que la pression est là, vous voulez garder votre place, vous avez une famille, vous avez des crédits, donc vous rentrez dans le système malheureusement. C'est un système qui vous pousse à pas faire n'importe quoi, mais pas loin. Si vous ne réussissez pas vos objectifs, des menaces, malheureusement souvent des menaces sur des personnes un peu sensibles, et ça peut provoquer des envies de se suicider. Dans mon groupe, dans ma banque, oui, il y a eu des suicides. On essaye de faire notre métier proprement, mais on n'a pas les moyens, la capacité de le faire. Mais par contre, les résultats sont là. J'ai une responsabilité parce que j'ai 2 enfants. Donc c'est grâce à eux, à mes enfants et mon épouse, que j'ai essayé de résister jusqu'au jour où j'ai décidé stop. Puis bon, voilà, j'ai donné ma mission purement et simplement, et je suis parti. Cette année, ce conseiller bancaire s'est engagé dans la lutte syndicale pour dénoncer ces pratiques abusives. Celui-ci a intégré une autre banque en espérant qu'elle soit plus vertueuse. Le dernier a quitté la banque, définitivement. Bref, le torchon brûle entre les particuliers et leurs banques. Et ce n'est pas tout. Depuis la crise, les relations entre les banques et les PME sont plus mauvaises que jamais. Angers, à l'ouest de la France. C'est là qu'Alain Branger a créé son entreprise d'informatique, il y a 5 ans. 5 salariés, un local modeste, Alain n'a pas la folie des grandeurs. Mais pour devenir rentable, il doit développer son affaire. Il lui faut 60 000 €. Il se tourne naturellement vers sa banque. Bon banquier, je vais préparer un premier plan d'affaires pour qu'il me dise si c'était jouable ou pas. Il m'a dit que oui, ça allait bien se passer. Et puis quand je lui ai présenté pour de vrai 3 mois avant la date échéance, il m'a dit oui, c'est un bon projet, on va vous suivre. Content, on trinque, on continue. Le conseiller financier croit au projet, mais il doit avoir l'aval de sa hiérarchie. Un détail qu'Alain Branger ignore. Comme la réponse définitive tarde à venir, fort de l'accord verbal de son conseiller, Alain démarre les travaux. À l'automne 2008, en plein cœur de la crise. Et donc je me retrouve avec déjà des frais engagés, fin janvier, avec une réponse négative pour tous mes investissements. La douche froide. La douche froide. Il m'avait dit, oui, monsieur Branger, on va vous accompagner. Je lui ai fait répéter, on va marcher avec vous dans votre histoire, quoi. Moi, c'est comme ça que je le prenais. Moi, je croyais que la banque était un partenaire de l'entreprise. Mais en fait, l'entreprise est un client de la banque. Il rapporte ou il rapporte pas. Lâché par sa banque, Alain doit coûte que coûte trouver une solution. Il fait appel à cet expert de la finance, un cow-boy, comme il l'appelle. Ensemble, ils travaillent à un nouveau montage financier pour rassurer la banque. Évidemment, dans un monde beau et parfait, le banquier s'arrête, nous reçoit, prend toute la matinée pour écouter notre dossier. C'est vrai pour un dossier à partir d'un certain volume, donc forcément, ça exclut les dossiers qui n'ont pas ce volume. Le vôtre. D'accord, ouais, par exemple, ouais. Et ce n'est pas une critique qu'on adresse, c'est le constat d'un fait. C'est un constat, ouais. Ça veut dire que je leur demandais pas assez pour qu'ils s'intéressent à moi, quoi. Ce qu'ils m'ont dit, c'est vous n'avez pas gagné d'argent, on ne peut pas vous en prêter. Je simplifie, mais volontairement. Donc, si j'en avais gagné, ils auraient bien voulu m'en prêter. En clair, si j'en avais pas eu besoin, ils m'en prêtaient. C'est ce qu'on appelle la politique du parapluie. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez une logique d'entrepreneur, la banque a une logique financière.
purement financière. Donc ça veut dire que j'ai mal construit mon plan de financement l'autre fois, qui était sur expliquer les pourquoi du comment. Eux, il fallait juste leur mettre des bons chiffres à la place. Il y a aussi une question de langage. Même si le banquier comprend la démarche de l'entrepreneur, le banquier n'est pas entrepreneur. Ah oui, ça, j'ai vu. Donc moi, il faut que j'apprenne le langage des banques. Il faut que j'apprenne mieux le fonctionnement des banques. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, vous n'aurez pas de temps pour travailler. Ben ouais. Donc ça, voilà. Mais c'est pas grave, vous me ferez travailler moi, c'est bien. C'est très bien. C'est un beau métier, monsieur. Je vais être riche. Ah ben c'est tout le monde que... Non, je vais pas être riche, j'ai pas envie d'être riche, j'ai envie d'arrêter d'être pauvre. Simplement de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. J'ai envie d'arrêter d'être pauvre. Vous me dites quand, monsieur? Je vous tiens informé. D'accord. Évidemment. Bien. Très bien. Bien. Si ça s'arrête, j'ai pas d'assurance chômage. Je suis travailleur non salarié, donc je travaille et je suis pas salarié. Et j'ai pas de chômage, j'ai rien du tout, j'ai juste des dettes en partant. C'est-à-dire que j'ai pris des risques, j'ai généré et j'ai payé plus d'impôts en 5 ans que je l'aurais fait si j'avais été salarié. J'ai gagné moins d'argent que si j'avais été salarié. Et je perds tout. C'est quand même c'est risqué hein, de créer une entreprise, quoi. Quand même. Voilà. Alain Branger n'est pas le seul à souffrir de la crise, à se voir refuser un crédit. Alors, comment sortir de l'impasse? En France, il y a 1 an, l'État a créé la médiation du crédit. Le but, faire pression sur les banques pour qu'elles financent l'économie. Avec un argument de poids, 360 milliards d'euros prêtés aux banques pour les sauver du marasme. L'homme clé du dispositif, René Ricol. Inconnu du grand public, c'est un expert reconnu de la finance. On l'a surnommé l'homme qui fait trembler les banquiers. D'abord, il y a eu un plan de soutien massif pour faire en sorte que les banques puissent résister à la crise financière, avant qu'on parle de crise économique, pour résister à la crise financière. Et très légitimement, si vous voulez, les citoyens de tous les pays d'Europe, des États-Unis, se sont dit, mais quelle est la contrepartie pour nous? Il y a 2 contreparties. C'est bien sûr préserver l'épargne des particuliers et soutenir l'activité économique. Et dans le soutien à l'activité économique, il était essentiel de s'assurer que les banques jouent le jeu. Ça, c'est la première raison pour laquelle il fallait créer une médiation du crédit. Et pour s'assurer qu'elles jouent le jeu, René Ricol a négocié des accords avec les banques au niveau national. Mais reste maintenant à vérifier que le message est bien passé au niveau des agences locales. Aujourd'hui, accompagné de ses experts, il est à Orléans. René Ricol prend la température auprès du préfet de la région Centre et des différents acteurs de l'économie. D'abord, nous, on est venus pour écouter, parce que Jean-Claude, la fin de la journée la plus importante pour nous, c'est la rencontre avec les banquiers. Donc c'est identifier où sont les problèmes et où sont les difficultés, de façon à ce qu'en fin de journée, on soit le plus efficace possible avec eux. On a eu un mois de mars totalement catastrophique, puisqu'on a enregistré près de plus de 6% d'augmentation de chômage au niveau de la région. On est à 93 000 chômeurs à peu près, ce qui représente une augmentation sur une année de plus de 20%. Globalement, les banquiers ils jouent le jeu dans la région, mais je pense que notamment sur au moins 2 réseaux, le concept de prise de risque, il est pas bien passé. Là. 6 000 entreprises ont été sauvées par la médiation. Une goutte d'eau, vu l'ampleur de la crise. Mais René Ricol y croit. 17h, il interpelle les banquiers. Il y a peut-être quelques petits réglages à faire, parce qu'en général, c'est ce que vient faire René Ricol. Il ne vient pas relever les compteurs, mais il vient regarder comment ça se passe. Moi, je comprends très très bien que vous puissiez, pour les banquiers, vos collaborateurs, trouver que toutes les attaques dont vous avez été l'objet sont quelque part indignes, insupportables, insurmontables, etc. Alors, c'est pas vous qui avez commis des erreurs, bien sûr. C'est pas vous qui avez fait les opérations de trading folles, mais vous êtes dans la famille, on prend les bons points, puis de temps en temps, on prend les mauvais points. Et pour les banques, la manière adaptée de répondre, c'est de prendre plus de risques. C'est l'accord qu'on a passé à la demande du chef de l'État entre les présidents de vos différents réseaux nationaux et la médiation du crédit. Et moi, quand je vois que, alors qu'on a pris une décision, on ne la met pas en œuvre, ou que derrière, il y a un petit 2e tour économique en disant « Vous êtes allé voir la médiation, bougez pas, vous allez voir, dépassez-moi le découvert de 50 €, on va vous montrer ce que c'est qu'un rejet », on a eu des cas comme ça. Il faut vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Vous ne vous considérez pas, vous, comme étant de l'autre côté de la barrière. On est ensemble comptables,
de faire en sorte que ce pays se redresse là où on peut l'aider. Alors c'est d'autant plus important qu'on s'y met tout de suite que moi je m'attends à une rentrée difficile et que dans cette rentrée difficile, mesdames, messieurs, si on ne sort pas de nos métiers les uns et les autres et si on ne se mobilise pas pour trouver des solutions, il y aura beaucoup de dégâts. Beaucoup. En France, 70 000 petites et moyennes entreprises risquent la faillite cette année. Dans le monde, le nombre de PME sur la sellette a augmenté de plus d'un tiers. Un record historique. Nous étions depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, dans une période où on considérait qu'il fallait, dans le monde économique, plus du tout d'intervention politique. Vous voyez, c'était horrible. C'était malsain, quasiment vulgaire, c'était dangereux, c'était contre-productif. Et rappelez-vous tous ces financiers qui nous disaient « Vive la liberté totale !» Eh bien, on se rend compte que cette absence du politique, elle avait beaucoup d'inconvénients. Il faut bien qu'à un moment donné, le politique, au bon sens du terme, revienne pour rendre tous les dispositifs efficaces. C'est ça le vrai sens de la politique économique, de la politique financière. L'ensemble du monde financier avait besoin de revenir les pieds par terre. Jean-Claude Vollot, adjoint de René Ricol, est un spécialiste de l'entreprise et il connaît parfaitement l'univers de la banque. Moi, je rêve pas trop. Le jour où ils auront remboursé leur dette à l'État, les banquiers redemanderont à prendre leur liberté. Là se posera le vrai problème de la médiation dans le futur à ce moment-là. Vous verrez, ça c'est clair que ça reposera le problème. Alors, les banques retiendront-elles les leçons de la crise ? L'État sera-t-il capable de restaurer durablement le lien entre moi et ma banque ?